Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question très importante. Comment les récits, et plus précisément la fiction, peuvent nous aider à comprendre et à agir peut-être face à la crise écologique. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël De Andréis. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes passé par Canal+, vous êtes aujourd'hui le président d'Havas Village France et Europe du Sud, mais vous êtes également auteur, et c'est surtout à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Vous avez 2 romans à votre actif, R, sorti en 2019, et Mère en 2022, chacun coécrit avec Bertil Scali. Et donc, vous y explorez les grandes questions écologiques à travers ces récits qui sont des récits de science-fiction. Que disent-ils sur notre époque, sur nos responsabilités et peut-être aussi sur nos espoirs? C'est ce dont nous allons discuter avec vous. Bonjour encore et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Vous êtes connu donc pour votre carrière dans la publicité. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'écriture? Alors d'abord, il faut une sacrée immodestie pour aller vers l'écriture, même si mon co-auteur et grand ami Bertil Scali avait lui écrit déjà plusieurs livres, dont un best-seller qui s'appelle Hitler mon voisin, que je vous recommande par ailleurs. Donc mais moi, de ma part, c'était très immodeste. Je veux dire, d'ailleurs, ça l'est encore quand je rentre dans une librairie, quand je rentre dans une bibliothèque ou même chez moi, je me dis mais qui suis-je pour rajouter un ouvrage à ce panthéon qui existe déjà avec évidemment des auteurs énormes. Et en fait, là où on peut, je crois, s'autoriser ça, c'est en se disant, mais au fond, j'ai envie d'écrire une histoire et cette histoire, elle n'a jamais été écrite. Et cette histoire qui est la première et la deuxième, R et Mère, en fait, le point commun, c'est que c'est des thrillers qui se passent sur fond finalement de dérèglement complet de l'écologie. Le premier, on est au début, et le second qui se passe à Bordeaux, ici chez vous, où Bordeaux est sous les eaux et évidemment dans une phase plus avancée. Et là, ce qui nous intéresse dans ces débats qui sont malheureusement extrêmement politisés, c'est quand vous regardez l'écologie et ses conséquences à hauteur d'homme, vous n'êtes pas de gauche, de droite ou je ne sais quoi, vous êtes un individu face aux conséquences de ce qui se passe, parfois avec l'envie de ne pas changer vos habitudes malgré tout, et en même temps, avec sinon la conscience, en tout cas, la réalité qui vous confronte à des températures, à des submersions, à des conséquences migratoires incontrôlées, sans qu'il y ait d'idéologie derrière, parce que c'est un fait. Et donc, c'est intéressant, je pense, de regarder ces sujets à hauteur d'homme, avec ce que ça a de dilemme et de complexité, d'humanité, plutôt que de le ranger dans les cases idéologiques où on vous somme d'être pour ou contre, ce qui est absurde. Alors, dans R, donc votre premier livre, ça se passait sous un régime écologiste. C'est comme ça qu'on peut une dictature même. Une dictature écologiste. Dans le second, Mère, donc là, vous imaginez la ville de Bordeaux sous les eaux, mais alors complètement sous les eaux. Mais c'est pas pour autant que c'est moche. Dans les descriptions, on voit des paysages qui sont beaux, et même certains des personnages éprouvent un certain plaisir à évoluer comme ça sur ces lagunes, sur ce fleuve, avec des bateaux. Enfin voilà, tout ça est magnifiquement bien décrit. Néanmoins, des défis écologiques, il y en avait plein. Pourquoi la montée des eaux? Parce qu'en fait, d'abord, oui, en effet, vous avez raison. Bordeaux, avec de l'eau jusqu'au premier étage de ces magnifiques maisons de pierre blonde, c'est une espèce de Venise aussi. Donc, il y a une poésie possible. D'ailleurs, ça nous intéresse dans nos romans d'être justement sur cette crête entre un monde dont on n'a absolument pas envie parce qu'il est effrayant, et en même temps, à vivre, on y trouve son compte parfois. Il y a de la beauté, il y a des nouvelles choses à manger, de l'alligator en l'occurrence, qu'on fait griller le soir. Donc voilà. Et puis, pourquoi la montée des eaux? Parce que c'est un fait scientifique. Si vous regardez une carte de prévision de la montée des eaux, vous verrez que le delta de la Garonne est aux premières loges, et donc vous avez un problème à Bordeaux qui va, si on ne fait rien, peut-être qu'il y aura des technologies pour ça, en tout cas, être sous l'eau. Donc c'est une vérité scientifique que l'on a tirée et sur laquelle on a mis une fiction. De même que sur R, où il y a l'avènement d'une dictature écologique, on part d'une question qui est dans la tête de plein de gens, qui est de dire est-ce que je préfère
vivre sous une dictature, mais arrêter ce monde qui se détruit? Ou est-ce que je préfère garder ma liberté et voir le monde, finalement, la démocratie, incapable de résoudre les problèmes? Et on est, je pense, à ce moment-là, moi, j'ai pas de réponse, je suis très attaché à ma liberté, mais c'est vrai que est-ce que vous préférez vivre libre, vous mourir libre ou vivre, je dirais, sans liberté, mais vivre? Bah, c'est des questions un peu abyssales. Et donc, ça, c'est une matière pour la fiction qui est extraordinaire. Et il n'y a pas que l'écologie qui est cette matière pour de la fiction dans vos livres, parce qu'en général, cette crise écologique, elle s'accompagne aussi d'une crise des valeurs humaines. Bien sûr, parce que quand la nature se dérègle, tout se dérègle. Et quand les gens, si vous mettez deux êtres humains, les meilleurs amis du monde, et qu'il y a un seul quignon de pain, bah, ils vont se tuer. Donc c'est ça les questions qui se posent. Donc tout est déréglé. Alors on essaye d'avoir quand même des bons et des méchants. Dans Mer, on a ce qu'on appelle des migrateurs, qui sont un nom pour changer un peu des migrants, qui sont tous en gros des Australiens, des Néo-Zélandais, des blonds, des anciens dentistes, banquiers dont les terres ont été ravagées par les incendies géants. Et qui arrivent, et bon, pourtant, entre guillemets, ils ressemblent aux Occidentaux, mais ils nous envahissent, ils sont instrumentalisés, ils sont de la main-d'œuvre pas chère, et donc moins cher que les robots. Moins cher que les robots à entretenir. Moins cher que les robots à entretenir, absolument. Donc une espèce de cynisme total. Donc on aime bien tirer comme ça les choses. Donc on face aux dérèglements, quand la nature part en cacahuète, bah, l'homme qui est un animal devient un fauve. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, c'est une matière pour créer des thrillers avec des crimes et des enlèvements et tout ce que vous imaginez. Alors, il y a un auteur que vous aimez bien, que vous connaissez bien, qui est James Ellroy, qui lui aussi plaçait c'est un roman policier qui se passe dans un univers dystopique, mais c'est un roman policier. Bien sûr, avant tout un roman policier, merci de le souligner. Et James Ellroy faisait aussi, ça racontait des histoires policières dans des grandes histoires qui le dépassaient, qui dépassaient l'histoire policière avec un grand H. Est-ce que vous avez inspiré ou c'est un hasard? Pas du tout. Alors, James Ellroy, il s'avère que mon père était son éditeur, que j'ai eu la chance de le connaître quand j'avais 16-17 ans, que j'ai effectivement eu l'immense honneur de le re-rencontrer, de le retrouver lors d'un festival littéraire à Angers il y a quelques mois. Donc, c'est pour moi une sorte d'icône. Donc j'osais à peine dire le mot inspiré, parce que déjà, ça me paraît beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un qui me fait rêver. Et oui, ce qui est intéressant avec James Ellroy, c'est que derrière ces enquêtes policières très tenues, comme nous, on essaie d'en faire des très tenues, y a des propos de fond. Lui, c'est sur la désagrégation des valeurs morales de l'Amérique. C'est le macartisme, c'est le dark side des frères Kennedy et de Marilyn, qui devient une sorte d'objet dans leurs mains. Donc oui, le roman policier est une façon, je dirais, très efficace et sans morale apparente, sans faire la morale, d'aborder des sujets lourds, donc en tenant le lecteur de façon ludique. Nous, notre fierté, c'est quand les gens nous disent je l'ai ouvert, franchement, je l'ai lu dans la nuit, quoi. Donc c'est ça notre ambition. C'est un vrai page turner. Merci. Et je ne sais pas si je peux le dire, mais il y a un twist, il y a un vrai twist. Enfin, je veux dire, c'est un vrai roman, c'est un vrai polar. En tout cas, pour le deuxième, donc Mer, qui se passe à Bordeaux, ma femme, elle était, je pense, 30 pages avant la fin, elle me dit, écoute, franchement, là, c'est un peu léger. Je t'ai vu venir, je vous ai vu venir. Je dis, mais t'en es où? Elle me dit, il me reste 30 pages. Je dis, mais tu sais quoi, viens me revoir quand tu auras fini. Elle m'a dit, ah oui, en effet. Nous notre fantasme, en termes d'efficacité, de rebondissement, c'est les films avec Kevin Spacey. On veut être dans du thriller, haut de gamme en termes d'histoire. Et d'ailleurs, c'est très compliqué à faire, c'est très technique. Vous écrivez un truc page 3, il faut que ce soit logique page 132. On s'amuse beaucoup sur les décors, on s'amuse beaucoup sur les personnages, mais l'intrigue, elle doit être extrêmement rigoureuse. Alors, on va reparler un petit peu de votre travail. Bien sûr, avec plaisir, que j'aime aussi beaucoup. Comment vous trouvez le temps? En fait, je ne joue pas au golf. Donc, mon golf, c'est l'écriture avec Bertil Scali, mon ami d'enfance, je dis le Bordelais, le local de l'étape,
qui était un Parisien avant, mais qui est tombé amoureux de votre région et qui m'a un peu embarqué dans cette affaire. C'est pour ça que je prends ma revanche et que le prochain se passera à Marseille, qui est la ville de mon père. Je l'emmène sur mes terres ce coup-ci. Et rien. Et c'est vrai que c'est je le fais les vacances, je le fais dans le métro quand j'ai une idée sur mon portable, je le fais le soir, le week-end. On est deux, on se parle beaucoup. Et donc, c'est du temps qui se glisse dans les interstices de ma vie, mais que aujourd'hui, j'aurais du mal à faire sans, sauf si je trouve plus de super histoires à raconter. Parce que, une fois encore, écrire pour écrire, ça n'a aucun sens. L'ADEME a sorti il y a quelque temps une étude qui s'appelle Des récits et des actes, donc elle a 1 an à peu près, sur la culture populaire au service de la transition écologique. Et parmi les chiffres qui sont démontrés, 65% des personnes qui ont été interrogées estiment que la fiction peut les inciter à agir. Est-ce que vous avez écrit Mère, par exemple, avec cet objectif en tête ? J'ai écrit R avec cet objectif, clairement. J'étais dans un dilemme assez compliqué, compliqué comme on l'a tous vécu, c'est-à-dire à la fois j'avais envie de continuer à vivre, continuer à faire des tours de manège, et en même temps mon cerveau gauche, la raison me disait en fait ça marche plus tout ça. Et donc j'étais dans une espèce d'impasse, et je me suis dit il faut que pour m'apaiser, j'ai écrit ce bouquin en me disant voilà, et si on arrêtait tout, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait mal, et donc une espèce de réflexion sur ça en disant je vais continuer de faire mieux, et en même temps est-ce que je suis prêt à tout arrêter. Et donc ça a été vraiment une sorte d'envie de voir cette question mise en scène d'une certaine manière, de pousser la logique le plus loin possible, d'où une dictature écologique qui ferme les frontières. Et puis après, voilà, il y a plein de choses qui sont dedans. On n'a plus le droit de divorcer parce que ça double les machines à laver. On n'a pas le droit à plus de 30 mètres carrés par personne. Sinon, on a on a voulu réfléchir à tout ça. Et donc, on a fait ça en essayant de ne pas choisir trop notre camp, si j'ose dire, en essayant de regarder les choses comme elles seraient. Et moi, les retours que j'ai eus, avec quand même l'idée que on dit, mais en fait, ça résout les problèmes. Ça en pose plein d'autres, mais ça les résout. C'est ce que ça montre. Exactement. Et donc ça interroge pas mal de trucs. Et en tout cas, ça interroge. Et je pense que si vous voulez que les gens bougent, il faut les interroger intimement. Parce que les gens sont intelligents, les gens sont humains. Et donc, si vous allez les chercher dans leurs interrogations, là, ils libèrent une forme de capacité à agir. Si vous leur dites c'est bien, c'est mal, surtout des Français, vous créez une espèce de résistance naturelle. On n'aime pas les ordres. Et donc, après avoir lu R, notamment, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, tu sais quoi, ça va te paraître débile ce que je te dis, mais depuis que je l'ai lu, je recycle. Bon, voilà. C'est anecdotique. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sais quoi, en fait, votre idée de bravo pour la dictature écologique, c'est génial. Et il y en a d'autres qui me disent, ah, c'est bien, vous dénoncez la dictature écologique. Donc, en fait, les gens sortaient du bouquin en sachant pas trop voilà ce qu'on voulait dire. Et c'est ça qui nous a beaucoup plu avec Bertil dans ce premier livre, qui, je crois, bouge les choses. Et le second… Il est plus anxiogène. Il est plus anxiogène, absolument. Il pousse le curseur un cran plus loin. Il dit voilà, si on fait rien, voilà ce qui se passe en vrai. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Voilà, on a échoué. Et pour autant, ce qu'on a à l'intérieur de ça, l'humain a toujours des petites stratégies de bonheur. Ça va être je me mets sur un coin de ma terrasse, je me fais griller un petit bout d'alligator ou de je ne sais quoi, avec un peu de citron vert dessus, et on découvre que c'est très bon. D'ailleurs, voilà, on mange bien du serpent, donc on a cherché des choses. Et donc, on essaye aussi de montrer que l'homme est un animal résilient, mais enfin que c'est vraiment dommage. Et on dit, voilà, malgré tout, il y a des drames partout, c'est quand même plutôt super anxiogène. Et pourtant, on aurait pu arrêter ce truc-là. Donc, on essaie de dire aux gens, de questionner les gens et de les pousser à voilà. Et généralement, ce qui était sympa, c'est quand les gens disent, vous savez quoi, ton bouquin, il y a quelqu'un qui m'a dit, je l'ai offert, à chaque fois que j'arrivais à un dîner, pendant 1 mois, je l'offrais. Donc, j'en ai offert 5 ou 6. D'autres qui disent, je l'ai filé à ma fille. Parce que dans le premier, il y a un truc entre un père et une fille, évidemment, avec l'opposition qu'on connaît beaucoup dans les familles sur ces sujets-là. Donc, voilà, le rêve, c'est quand les gens le lisent, discutent. Il y a sûrement des gens pas d'accord, mais ils nous le disent pas trop, donc c'est pas grave. C'est pour ça aussi que, pour que ça parle au maximum de personnes possible, que vous choisissez des héros ou des héroïnes qui ne sont pas exceptionnels, non. Qui ne sont pas des super-héros. Et qui ont plein de défauts. Et qui ont plein de défauts. Ouais, oui, parce que c'est nous. Nous, on est plein de défauts. Nous, on n'est pas des super-héros. Nous, on peut pas
voilà, comme Hulk ou je ne sais qui, Thor, arrêter une météorite avec un bras. Nous, on est embarqués dans ce truc-là. Et donc là encore, c'est plus attachant, c'est plus humain, tout simplement, avec des héros pas parfaits. D'ailleurs, c'est un point commun avec Elroy. C'est le seul que je m'autoriserais. C'est-à-dire que les grands. Il peut même avoir des héros mauvais. Ah bah lui, il a des héros foncièrement mauvais. Ouais, foncièrement mauvais, mais en fait abîmés. Oui. Donc on ne sait même plus si c'est voilà, le sergent Lloyd Hopkins, c'est à la fois un mec extra et une horreur, mais bon bref, c'est marrant. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une matière très intéressante. On aime beaucoup. Et on retrouvera dans notre prochain livre qu'on est en train de terminer là, qui se passe à Marseille, notre couple de flics avec ce vieux commissaire à la retraite, mâle, blanc, un peu paternaliste et qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais pu en avoir, et cette jeune lieutenante de police brillante qui est une ancienne migrante africaine née sur un cargo qui s'appelle Merci, qui est un nom d'une vraie histoire voilà, dont on s'est inspiré. Et en fait, elle, c'est une orpheline de père. Lui, c'est une sorte de papa ours qui n'a pas d'enfant. Tous les opposent et ils ont une tendresse absolument inouïe l'un avec l'autre. Ils se charrient, ils se disputent. Et l'idée derrière ça aussi, c'est mais en même temps, ils s'aiment beaucoup, comme un père et une fille quasiment, même s'ils ont du mal à se l'avouer. Et donc c'est un peu une métaphore aussi de la réconciliation dont on a besoin. Donc ça, c'est un sujet qui est venu en plus de l'écologie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore se parler quand on pense pas pareil? Est-ce qu'on peut encore s'aimer quand on pense pas pareil? Si on a quelque chose en commun à affronter, c'est plus on facile. Est humain. Alors d'abord, oui, on a deux flics doivent affronter le crime, mais dans leur vie, voilà, ils ont plein de petits dilemmes, et c'est vrai qu'entre deux humains, c'est toujours possible normalement. Et c'est un peu le propos de fond qui est venu se rajouter dans Mère et encore plus dans le prochain, dont je ne dis pas encore le titre. Finalement, vous êtes un petit peu dans les livres, en tout cas, une sorte de lanceur d'alerte par rapport à l'écologie. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ou quelle est la place de la publicité pour inciter à un monde meilleur, des récits nouveaux, pour essayer de nous aider à aller comme ça vers ce défi qui se dresse devant nous, qui est déjà dressé devant nous d'ailleurs. La publicité, moi, je crois qu'elle peut jouer un rôle. La publicité, c'est puissant. Et d'ailleurs, ceux qui ne l'aiment pas lui reprochent sa puissance. Et donc, si on tourne la publicité vers des choses, des comportements plus vertueux, y compris commercial, quand vous avez certaines enseignes type Darty ou Boulanger qui se lancent dans la réparation, voilà, vous créez des réflexes vertueux. Donc on fait de la publicité pour bouger les gens. Donc la publicité, c'est une arme, et c'est une arme qui peut se tourner vers des choses positives. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire aussi en tant qu'auteur sensible à ces sujets-là, c'est que bien sûr, les marques, si vous leur dites du jour au lendemain, on arrête tout, on change tout, elles vous disent, ben non, c'est compliqué, c'est pas possible. Et d'ailleurs, les mêmes qui râlent sont quand même contents d'avoir une sécurité sociale, une mutuelle, des syndicats, voilà. Donc, on voit bien que l'entreprise aujourd'hui, elle fait société. C'est un des rares endroits où on s'engueule plus entre bleu, blanc, jaune, noir, gauche, droite, machin. On fait société au sens premier. On se parle. On se parle parce qu'il faut faire avancer le bateau, et puis qu'on a d'autres concurrents, choses comme ça. Et puis ça crée des richesses qui permettent de transitionner le système. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le monde de l'économie mute vite et fort de ce côté-là. Et la publicité sait accélérer les comportements. Et elle le fait puissamment. Elle peut même le faire intelligemment parfois. On n'est pas à l'abri. Votre monde idéal dans 20 ans? Mon monde idéal dans 20 ans, c'est sûr que ce n'est pas un monde à plus 4 degrés. C'est un monde où on n'est pas sommé de choisir entre son identité et le vivre ensemble. Mais quand je dis ça, je ne vais pas tomber dans le politically correct. Si on ne regarde le monde qu'à travers son identité, il n'y a plus de vivre ensemble. Donc, je pense que les identités de vous à moi, ça va. Maintenant, on va un petit peu rebosser le vivre ensemble. Et ça, pour ça vaut à gauche comme à droite. Voilà mon sentiment. Et
Et je pense que l'Europe est la plus belle utopie qu'on puisse imaginer. Je pense que vous alliez de Copenhague à la Sicile, à Syracuse, en passant par les Alpes ou la pointe du Raz. C'est sublime l'Europe. Et donc c'est vrai que moi, même si j'aime le monde entier et que j'ai pas, c'est vrai que cette idée que l'Europe puisse être prendre une forme de revanche parce que c'est un équilibre vertueux. Voilà, donc il y a du boulot, on n'y est pas. Pour l'instant, on est au bord des guerres et c'est pas gai, mais moi, ça me ferait rêver. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune de 15-20 ans, à un ou une jeune de 15-20 ans aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense, enfin, le conseil que je donne à mes enfants, c'est choisis ce que tu aimes. Et dans ce que tu aimes, bosse fort et fais l'extra mile et va plus loin et fais comme si c'était ta boîte toujours, même si tu es dans une boîte de 10 000 personnes. Le télétravail, c'est cool, mais c'est quand même à un moment donné une limite au vivre ensemble, au travailler ensemble, même si c'est un progrès et qu'il en faut un peu. J'ai pas de... Voilà, et puis, moi, j'adore cette génération, mes enfants, les copains de mes enfants. Nous, on fait venir des stagiaires de 3e de quartiers sensibles chez Havas. Généralement, quand ils repartent, ils nous ont enrichis aussi, mais de leur intelligence, de leurs envies. Donc, non, moi, je pense qu'il y a plein de motifs d'espoir et les jeunes en sont un. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël Frédéric. De Andréis. Donc, je rappelle le titre de vos 2 livres pour le moment, mais un 3e bientôt à venir. Donc, R sorti en 2019 et Mère en 2022. Chacun d'entre eux coécrit donc avec Bertil Scali. Merci encore. Merci.